Bonjour, alors je suis Cyril Brégou, je suis associé au sein du cabinet de conseil PeopleBase CBM. C'est un cabinet de conseil spécialisé sur la politique salariale, la politique de rémunération auprès des entreprises, des organisations de manière générale. Quelles actions vous mettez en place? C'est beaucoup d'audits, de diagnostics et de mise en place de politiques de rémunération. Alors on entend par politique de rémunération, on intervient sur à la fois les éléments, la rémunération fixe, tous les éléments de primes conventionnelles et statutaires, le variable, prime, bonus, commission, les éléments d'épargne salariale, d'actionnariat salarié, et tous les autres avantages qu'on appelle les benefits, retraite supplémentaire, autres dispositifs. Et l'idée, c'est d'accompagner les entreprises pour optimiser ou mettre en place une politique qui soit pertinente et efficace. Vous avez récemment sorti une étude. Oui. Pourquoi les entreprises, d'après l'étude, elles privilégient les augmentations individualisées? Alors, c'est une tendance de fond qu'on constate depuis maintenant pas loin d'une vingtaine d'années, puisque le cabinet a un peu d'existence. C'est vrai que cette étude, on la mène chaque année à la même période, sur les prévisions notamment d'augmentation salariale pour le prochain exercice. Donc, on vient de sortir notre enquête pour les prévisions 2025. Pourquoi elle privilégie les augmentations individuelles? Tout simplement pour garder le maximum de flexibilité. Quand vous avez des augmentations générales dans les entreprises, en fait, c'est une augmentation de la masse salariale qui est un peu subie. En fait, les augmentations générales, elles servent à compenser généralement le niveau d'inflation. Donc, on augmente indistinctement l'ensemble des collaborateurs de la même manière, disons 2%. Ça va être une augmentation donc de la charge dans l'entreprise d'à peu près 2%, un petit peu plus complexe que ça, mais ça va pas permettre à la fois de mieux récompenser les bons collaborateurs et moins récompenser ou moins augmenter les meilleurs collaborateurs. Donc, ce que font les entreprises, c'est qu'elles s'orientent vers des augmentations plus ciblées, plus individuelles, en fonction évidemment des potentiels des collaborateurs, qu'ils soient ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres, peu importe, et en fonction aussi de leur performance. Ils ont été bons, eh bien ils ont une augmentation qui est meilleure. Pour inciter les collaborateurs à évidemment mieux travailler, ou en tous les cas être un peu plus performants, et c'est garder donc de la flexibilité, c'est-à-dire le budget qui est lié aux augmentations, c'est plus l'orienter vers les personnes entre guillemets qui le méritent, ce qu'on appelle une rémunération au mérite, plutôt qu'à l'ensemble des collaborateurs sans distinction. Pourtant, quand même, on constate une baisse de l'augmentation moyenne. Comment ça se fait? Alors ça, en fait, on va revenir à ce qui se faisait pendant de nombreuses années. C'est-à-dire pendant de nombreuses années, les augmentations moyennes, globalement, étaient aux alentours de entre 1,5 et 2,2%, disons aux alentours de 2%. Bref, elles étaient calées au niveau de l'inflation, peu ou prou. Il y a eu la crise du Covid qui a mis un frein très très fort, et juste après, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec une forte augmentation en tous les cas de l'inflation. Donc les entreprises ont eu à la fois un effet ciseau, c'est-à-dire à la fois des augmentations fortes liées à l'inflation, une obligation, et des difficultés à recruter des collaborateurs. Donc elles se sont mises pendant 2 ans, à augmenter très fortement leurs salariés. On avait des taux d'augmentation moyens qui étaient entre 4,5 et 5%, ce qui était du jamais vu depuis longtemps. Là, on revient à des choses un peu plus raisonnables. L'inflation est revenue sur des niveaux, on va dire, standards, 1,7, 1,8, 2%. Les entreprises vont tout simplement diminuer, en tous les cas, les augmentations pour revenir à peu près à ces niveaux-là. En tous les cas, c'est ce que prévoit l'enquête. On a interrogé pas loin de 600 entreprises en France, et elle prévoit de manière brute une augmentation aux alentours de 2,43%. On a corrigé cette estimation en disant que les augmentations 2025 devraient être aux alentours de 2,15%. En tous les cas, c'est ce qu'on prévoit. Donc on revient à des standards, on va dire, plus classiques. Quelle est la flexibilité d'une entreprise sur les augmentations? Bonne question. En fait, vous avez plusieurs, on va dire, cas de figure. Elles ont peu de flexibilité sur la plupart des entreprises qui sont soumises au NAO, négociation annuelle obligatoire.
puisque là, ça va surtout consister à travailler, à réfléchir avec les organisations syndicales, dans tous les cas les instances représentatives du personnel, à travailler sur les augmentations générales. Et ces augmentations générales, elles vont concerner les ouvriers, les employés, techniciens. Généralement, les cadres n'ont pas d'augmentation générale, dans la plupart du temps, l'entreprise. Donc là, il y a ce budget qui est généralement contraint, on en parlait tout à l'heure, d'augmentation générale. Là où elles vont pouvoir être plus autonomes, plus souples, c'est sur les augmentations individuelles. Et ce qu'on les invite à faire, c'est évidemment d'être assez différenciant sur les augmentations individuelles, en privilégiant évidemment de récompenser, c'est-à-dire d'augmenter plus significativement les collaborateurs qui sont les plus performants. Alors on parle pas forcément que de performance d'ailleurs quantitative, hein. On parle pas que des vendeurs, mais ça peut être à la fois du savoir-être, du savoir-faire, du comportement, bref, les gens qui vont dans le sens de la marge de l'entreprise et de privilégier plutôt ces augmentations-là. Et c'est là où elles ont un peu de souplesse, en n'hésitant pas à ne pas augmenter les collaborateurs qui sont, on va dire, non conformes aux attentes des entreprises. Comment faire face à la concurrence, justement, qui ont peut-être proposé en changement d'entreprise? On entend souvent que l'augmentation va être supérieure à une augmentation annuelle. Exactement. En fait, là, dans la pratique, la majorité des grosses augmentations se font quand vous changez d'emploi. Et ça concerne beaucoup les cadres. Parce que les employés, les ouvriers sont sur des marchés très, on va dire très précis, très concurrentiels, donc on est quasiment à l'euro près. En revanche, sur les cadres, quand vous vous faites débaucher, c'est généralement à ce moment-là que vous en profitez pour, en moyenne, obtenir entre plus 10 et plus 15% d'augmentation. Les entreprises peuvent pas s'aligner, sinon leur masse salariale, elle exploserait. Et donc, effectivement, ce sont des augmentations qui ont lieu à ce moment-là. Alors, très souvent, il y a une augmentation au moment où vous arrivez dans un nouvel emploi. Ceci étant dit, souvent derrière, eh bien, ça va redevenir flat parce qu'on vous dit, c'est bien, on vous a pris un peu plus cher, mais là, si on veut rester cohérent avec l'ensemble des pratiques de l'entreprise, on va pas trop vous augmenter. Donc oui, c'est à ce moment-là. Alors, il y a aussi, comme je vous disais, quand vous êtes quand même dans l'entreprise, si l'entreprise a mis une politique de révision salariale, c'est-à-dire d'augmentation des salaires fixes qui soit efficace et pertinente, eh bien, c'est à ce moment-là où vous pouvez profiter d'augmenter ou en tous les cas d'essayer d'obtenir une augmentation significative. Bien évidemment, c'est une histoire de négociation avec votre hiérarchie, avec votre patron, avec la direction des ressources humaines, en faisant valoir auprès d'eux que vous avez bien travaillé et donc que vous pouvez apporter encore beaucoup d'autres choses à l'entreprise et donc vous mettre en avant pour essayer d'obtenir une augmentation plus significative. Comment vont devoir s'adapter les entreprises face à la loi de transparence des salaires? Alors c'est un vaste sujet, on a fait différentes études, publications là-dessus. Effectivement, il y a la nouvelle directive sur la transparence et l'égalité des rémunérations, qui est une directive européenne. Elle n'a pas encore été transcrite en droit français, donc on est globalement pour l'instant avec quelques zones d'incertitude. Mais connaissant le droit français, nos législateurs, il est fort à parier qu'ils vont ajouter des couches encore plus contraignantes à l'ensemble des entreprises. Ça va avoir en fait beaucoup d'impact, et beaucoup plus qu'on l'imagine. Pour faire très simple, parce que la directive est un peu longue, on va obliger les entreprises à être transparents à la fois en interne et quand vous publiez des annonces sur les rémunérations qu'elles pratiquent. Chaque salarié pourra en interne demander quelles sont les pratiques de rémunération pour un même emploi. Alors ça sera pas, il va pas y avoir des transmissions d'informations nominatives, mais on va pouvoir savoir exactement ce qu'on touche quand on a tel poste, à tel niveau d'expérience, d'ancienneté, etc. Et l'entreprise aura aussi l'obligation, évidemment, d'afficher les niveaux de rémunération à chaque fois qu'elle va recruter. Alors sous ces éléments-là, on peut se dire ça va être oui, c'est simple, il suffit de mettre les montants. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que quand vous allez afficher les montants et que vous allez donner ces montants aux salariés qui en font la demande, avec évidemment, si vous respectez pas beaucoup de contraintes qui risquent de vous tomber dessus, eh bien ça vous oblige à être
à mettre en place des grilles de salaire, toutes les règles d'évolution de la rémunération, pour éviter tout problème d'iniquité à l'intérieur de l'entreprise. Et là, concrètement, il y a des chantiers énormes qui se profilent pour la plupart des entreprises qui sont pas, on va dire, forcément toujours d'équerre sur ce sujet-là. Ça va être un pas de plus vers l'égalité salariale entre les hommes et les femmes notamment. Oui, ça va être un pas de plus vers l'égalité. On a quelques incertitudes en se disant, est-ce que c'est une contrainte administrative, une norme de plus qui va peser sur les épaules des entreprises? Bon, on pense que ça va quand même aider. En tous les cas, peut-être pas forcément tout de suite à l'égalité des rémunérations, mais ça va aider les entreprises à se structurer en termes de politique de rémunération. Et automatiquement, ça devrait régler les écarts de rémunération qui perdurent encore. Il y a la dernière enquête de l'INSEE qui date de 2022, donc c'est assez récent, parle à temps de travail et responsabilité identique d'un écart de 4%, 4,0, donc il y a encore ce différentiel-là. Nous, on vient de faire l'étude qui va sortir très prochainement. On a mesuré, si je dis pas de bêtises, à un taux de 3,7 ou 3,5% d'écart. Donc, c'est pas énorme, mais il y a encore quand même un écart qui perdure. Et donc, cette directive devrait aider à régler ces écarts. On sera jamais au zéro, hein. Par définition, c'est quasiment impossible à mesurer. Il faut être capable de prouver que, évidemment, deux personnes, hommes et femmes, font exactement le même travail dans les mêmes conditions, avec les mêmes niveaux de formation, d'expertise, d'expérience, de management. Donc, c'est très difficile d'arriver à prouver que les deux personnes font exactement le même emploi, mais globalement, on arrive dans la plupart des domaines, en tous les cas concurrentiels, à une vraie parité aujourd'hui, ce qui est bien. Donc on va réussir à arriver en dessous au moins du 1% de différence entre les deux. Je pense qu'on va arriver dans les 5 à 10 ans à des écarts qui sont proches du 1 ou 1,5%. Donc j'ai envie de dire NS non significatif, tant c'est compliqué de mesurer objectivement un écart de rémunération. Est-ce que l'augmentation individualisée ne va pas poser un problème par rapport à cette transparence qui va être demandée? Non, pas forcément. Si vous voulez, la directive, elle va surtout obliger, contraindre d'une manière soit très directe, soit indirecte, les entreprises à justifier et à expliquer tel ou tel niveau de rémunération. Il est tout à fait possible qu'un homme gagne plus qu'une femme. C'est pas un problème. Si l'homme est plus expérimenté, a plus de management, a des meilleurs diplômes, a des plus grosses équipes, etc., c'est a priori normal qu'il ait une rémunération qui soit supérieure. En fait, ce que va chercher la directive, c'est de mesurer s'il y a des écarts qui sont non justifiés, ou en tous les cas des écarts qui pourraient être expliqués uniquement par le fait que vous êtes en différence de sexe. Donc la directive, elle n'est pas forcément, elle va pas, enfin il va pas y avoir de problème avec les ajustements tant que vous pouvez ajuster les rémunérations, c'est-à-dire augmenter de manière individuelle, si c'est justifié. Et vous pourrez très très bien justifier qu'une femme gagne beaucoup plus qu'un homme si elle a fait un meilleur travail. Il n'y aura pas de problème. Mais il faut pouvoir le justifier. Et la directive, surtout, là, c'est un effet qui va se voir sur le long terme, qui va avoir un impact très important sur les organisations. C'est qu'il va falloir être capable de justifier et d'historiser tous ces écarts. C'est pourquoi telle personne a été augmentée de tant de pourcents il y a 3 ans. Mais est-ce que c'était pas ce qu'on appelle une note de gueule? Parce que ça m'a fait plaisir d'augmenter, allez au hasard, un homme au détriment d'une femme? Non, il faut être capable de le justifier. Donc ça va avoir des impacts assez importants pour les entreprises de devoir tout documenter à un moment donné en disant voilà pourquoi, de manière objective, sur des critères qui sont là, j'ai augmenté telle personne de 5% et telle autre personne de 2%. Si vous pouvez le justifier, c'est très bien. Ce qui est très compliqué, c'est si vous pouvez pas le justifier. Et là, on va vous dire, ouais, mais attendez, comme par hasard, vous avez augmenté l'homme de 5%, et vous avez aucune raison objective, enfin, en tous les cas, vous pouvez pas le justifier. Donc là, il risque d'y avoir un problème. Donc, mais vous pourrez toujours individualiser les augmentations, les primes, les bonus, etc., bien sûr, en fonction des résultats. Ce qu'il faut, c'est sortir toute notion de sexe dans la gestion et le pilotage des rémunérations.